Pour la plupart d'entre vous, l'Afrique noire ne fut jusqu'à ces temps derniers qu'une rencontre fortuite, une conjecture pittoresque. Notre ignorance grave, notre intérêt léger, se rassasiait d'images curieuses, d'images banalement curieuses. Ces images n'étaient pas fausses. Elles n'étaient que la sélection d'un tourisme enrichi dans la verroterie de la couleur locale, et elles exprimaient l'Afrique aussi heureusement que pour ce tourisme, une enseigne de cabaret exprime Paris. Depuis quelques années, cependant, toutes ces cartes postales, souvenirs précieux de voyages jamais faits, sont récusées, reniées par une actualité brutale. Tous les clichés s'en trouvent brouillés. Le contraste est tel que beaucoup croient l'expliquer en parlant d'une façade fragile sur un fond inchangé. Erreur profonde, car la seule vérité de l'Afrique d'aujourd'hui, c'est ce contraste lui-même et son acceptation totale. La nouvelle du jumelage des deux villes d'Abidjan et de Marseille est accueillie par une joie manifeste. Ce contraste traduit un des événements les plus grands de notre époque, le renouveau d'un monde. À Abidjan, la nouvelle assemblée territoriale s'est ouverte solennellement pour procéder à l'élection de son bureau et des ministres du conseil de gouvernement. Et tout récemment, avec ces images-ci, scène d'un rite transplanté, ce renouveau est peut-être devenu l'aventure la plus rare de toute l'histoire humaine. Essayons donc de prendre la mesure vraie de choses qui sont grandes. La seule Afrique française n'est pas une région, un pays. C'est tout un monde, plus vaste que l'Europe et peuplé de races plus nombreuses, plus diverses que ne le furent jamais les races européennes. Et qui donc aujourd'hui pourrait dire ce qu'était voici un siècle cette Afrique et son immense hostilité arpentée au seul pas de l'homme. Les Sahel mesuraient alors inexorablement des mois entiers de marche, des mois d'horizons monotones, d'horizons brûlants, hantés d'infimes groupes humains. Au-delà de fleuves faits de sable et d'eau, la savane reprenait cette monotonie des horizons sans fin et des cités sans force. Et là vivaient des peuples fixés au premier geste du devenir humain, car seules quelques races déchues connaissaient un état primitif. Toutes les autres avaient ou reçu ou créé les techniques qui ouvrent d'ordinaire ces grands actes de l'évolution, les empires puissants, les civilisations rayonnantes. Mais ce monde était trop vaste pour les empires. Ce climat était trop accablant et un crime vint tout consommer. La traite des Noirs en 2 siècles brisa leur humanité. Il ne resta plus qu'un grand émiettement de races et de langues perdus dans la brousse et les gestes immuables. Au-delà d'autres fleuves, larges comme des mers, une autre monotonie s'installait, la forêt, mousse géante, lichen fantastique où le termite humain ne pouvait pénétrer. Ainsi, toute l'Afrique était un continent farouche, replié sur l'homme vaincu. Sa végétation folle ignorait même alors ses feuillages édéniques, venus du Pacifique adoucir ses rivages. Gardée par les déserts, gardée par les forêts, l'Afrique se gardait encore par des côtes redoutables.
Les forces forgées par l'homme sous des cieux plus cléments et qui passaient d'un continent à l'autre transformant le monde, ces forces, devant ce continent-là, hésitaient. Pourtant, près des traces d'animaux géants, d'autres traces apparurent et une énergie nouvelle relança la lutte abandonnée contre la nature. Il n'y avait ni foudre, ni vent, ni vieillesse. Et cependant, les géants vacillaient un à un. Puis ils étaient évacués, concentrés sur les rives, emportés. Cette traite rappelait l'autre traite, celle qui avait jadis décimé les hommes, ruiné le monde africain. Mais cette fois, pour ce monde, quelque chose commençait. Enjambant les troncs morts, l'assaut frêle des arbres utiles s'organisa en ces clairs-obscurs raisonnables où les oiseaux chantaient mieux. Et sur les lieux mêmes du combat, les instituts agricoles modelèrent des espèces nouvelles. Au pied des jeunes pousses, les plaques où s'inscrivaient les codes agronomiques semblaient commémorer aussi les géants abandonnés sur place. Ainsi, à chaque cueillette, les fruits sélectionnés paraissaient offerts aux mânes des forêts abattues, condamnés pour floraison stérile. Et bien d'autres fruits, importés ou greffés, vinrent donner aux terres africaines des parfums de richesse. Dans le même temps, coupant les rochers, coupant les savanes, coupant les forêts, les routes morcelèrent l'immensité. L'Afrique entière découvrit les signaux de la poussière, tourbillons rouges, nuages blancs, où grondait un moteur. Forçant des obstacles infranchissables, les chemins de fer transformèrent les exploits en va-et-vient. Les fleuves virent succéder à l'élan court des pirogues le souffle long des péniches, les navettes incessantes des bacs. Et par ces fleuves, et par ces trains, et par ces routes, l'Afrique se mit à bouger. Ce monde brisé et ces populations éparses, ces 100 races rivées à leur particularisme, tout cela se rencontra, se salua, fit connaissance. Et dans la multiplicité des langues, la communauté des sourires reflétait un fait collectif, la prise de conscience d'une famille humaine. Au lointain des savanes, des villages d'un type nouveau étaient apparus. Et au bord des rivières, comme au creux des forêts, l'habitat, expression vraie de l'homme, s'était partout transformé. Ce continent, hier nu, avait vu s'épanouir les grandes moissons des villes et leurs fleurs d'urbanisme. Et dans son orgueil même, cette architecture était symbolique. Tout comme les plus humbles villages, case par case remaniés, elle était le signe, elle était la marque sur le sol d'une humanité nouvelle. Car aujourd'hui, dans ces villes et villages,
Les foules qui se pressent au rendez-vous de la santé ou de la justice ou de l'éducation, ces foules faites de 100 races forment une même famille humaine. Il aura suffi que la technique venue de l'extérieur brisât leur isolement et rencontrât leur civilisation profonde, leur humanisme aussi vrai qu'aucun autre, pour qu'aujourd'hui, le visiteur occidental en quête de dépaysement se voit déçu. Déçu de ne trouver qu'un monde comme ailleurs, un monde moins riche en scènes pittoresques qu'en scènes familières. Un monde où, comme partout, le sage soigne son jardin, où déjà, comme partout, l'homme peine au ménage, pendant que madame savoure le bonheur d'éblouir, où, comme partout, les fiancés préfèrent la campagne, où les gens qui se drapent à l'ancienne et ceux qui entretiennent méticuleusement des grâces ancestrales peuvent révéler une autre aisance. Car ici, aujourd'hui, les coquetteries millénaires parent fort bien les mouvements de jeunesse. Hier, expression spontanée, innée, les danses sont devenues un folklore conscient de lui-même et qui obéit aux règles de la mise en scène. Aux rythmes exubérants, l'Afrique et sa jeunesse ont d'ailleurs ajouté depuis longtemps les cadences sévères des labeurs techniques. De même qu'elles ont ajouté aux formes et aux couleurs de l'art traditionnel les épures rigoureuses où se trace l'avenir. Et la sculpture de magie n'alimente plus depuis longtemps qu'un aimable commerce de Saint-Sulpice. Dans les foyers culturels, ces chefs-d'œuvre, devenus pièces de musée, inspirent encore les jeunes artistes, mais ceux-ci n'y voient plus le mirage divin, seulement la trouvaille esthétique, expression du génie populaire. Car si les masques ont pu symboliser l'Afrique, ceux qui vivent aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier. Si dans la vie courante, l'ancien continue à côtoyer le moderne, il en est chaque jour un peu plus submergé. Le voyageur occidental ne s'en aperçoit pas toujours parce que son attention glisse sur ce qui lui est trop familier. Et personne ne retiendra jamais comme spectacle africain la scène du brave homme qui achète une voiture, même accompagné de ses 3 épouses. Pourtant, il n'y a plus un seul cliché des cartes postales d'hier auquel ne répondent aujourd'hui l'antithèse d'une image plus vraie. Et la mélancolie du passé qui s'efface s'attache au charme antique des porteuses, supplanté par le rire des fillettes au front lourd de cahiers et de livres. Ainsi, une famille humaine nouvelle s'est affirmée en Afrique, semblable à toutes les grandes familles du monde moderne et peut-être plus proche que bien d'autres de l'esprit occidental, parce que toute cette histoire repose sur un fait capital. Ce fait, c'est que ce monde a pris conscience de lui-même en français. Mosaïque de races et de langues,
il est devenu un monde nouveau en devenant un nouveau monde d'expression française, comparable à ceux qui s'ébauchèrent jadis en d'autres continents et s'évanouirent en regrets historiques. Maintenant, la France estimait ce triomphe. De nouveaux peuples libres d'expression française. Partout, elle instaura l'autonomie, seuil et stage de l'indépendance. S'emparant des techniques nouvelles, la vieille Afrique put rechercher librement sa personnalité. Et tandis qu'avec le folklore, son âme et ses parlers ancestraux chantaient sur les ondes, elle s'attachait de plein gré à notre langue, levier de son essor. Toutes les plantes de la savane. Grâce aux ondes, Maître, répétez et traduisez. l'État du Cameroun ajoutait à ses écoles enseignantes en français ce spectacle touchant les cours de français à l'usage des adultes. All chop way than the chop for that place where BB sitting not dead, hein? Puis les événements suscitèrent ce référendum où tous les Africains durent dire s'ils voulaient être seuls tout de suite ou poursuivre avec la France une conquête plus sûre de leur indépendance. Et partout, un seul territoire sur 14 se faisant l'exception, qui prouve la sincérité, partout, les oui s'entassèrent. Que ce oui qui coiffait jusqu'aux jeux enfantins leur assure donc l'insouciance, et que cette communauté passe donc des vivats de l'entente au seul vacarme des acteurs de demain. Que les luttes qui jalonnent toute la vie des civilisations, leur naissance, leurs éclipses, leurs transferts, leurs fusions, que toute cette rançon pitoyable soit donc ici, pour une fois, dans l'histoire, économisée. Que les relais de puissance, les flambeaux du savoir, que tous les témoins de vie, pour une fois dans l'histoire du monde, se passent donc ici, dans la joie.